Une victime qui est bloquée dans son véhicule qui est sur le flanc et qui nécessitera le concours du VSR Valenciennes, donc le véhicule de secours routier, pour pouvoir dégager cette victime de cette situation périlleuse. Merci les gars. Donc attention les enfants, faites attention à vous, le camion va se mettre un petit peu là ici sur ma droite. Alors, plusieurs missions pour lui, pour le VSR Valenciennes. C'est de baliser, c'est de se protéger des gens qui partent, pour demander les moyens adaptés si on a besoin de moyens. Donc, comme vous le voyez, le VSR qui est juste à l'arrière, donc je vous disais le balisage, donc est équipé de panneaux de signalisation, de panneaux d'éclairage, on travaille aussi de la journée et de la nuit. Et puis des phares en même temps, ça permet d'être vu de loin. Pour prévenir au mieux des autres usagers de la route qui sont en intervention, et donc c'est faire très attention et le métier. Qui va nous descendre une victime du haut de cette tour de la Cité des Congrès qui est juste derrière vous. Donc ça sera aux alentours de 13h30. Comme on a deux voitures, on fera une deuxième manœuvre des incarcérations tout à l'heure. Et puis si on a le temps, et ça on verra bien si on a le temps, si on peut au cours de la journée, on essaiera de vous caler une petite manœuvre avec les jeunes sapeurs-pompiers, ça sera sympa pour tout le monde, mais ça c'est pas sûr encore, on va voir tout à l'heure. Voilà, donc la bâche qu'on met dans la voiture, c'est pour protéger la victime des éclats de verre qui risquent d'y avoir, pour éviter de l'aggraver bien sûr. Donc attention, on va commencer à casser le pare-brise. Voilà, donc là on utilise une petite scie à main qui est prévue spécialement pour les découpes de pare-brise, qui nous permet d'accéder, puisque ce sont des pare-brises qui sont collés comme vous le voyez. Pour casser, c'est pas un simple verre de votre maison, c'est renforcé, c'est feuilleté. Donc pour l'enlever, il faut y mettre un petit peu du sien, il faut y aller, il faut du matériel adapté. Donc la scie manuelle s'y prête tout à fait. Du carreau, c'est pas la même chose que le pare-brise, donc c'est pas feuilleté, moins renforcé en tout cas que ce qu'on trouve sur les pare-brises. Donc ensuite, si vous voulez des informations complètes, donc pour pouvoir nous repérer plus facilement et savoir à qui on parle, on sait que on est équipé de casques de différentes couleurs. Vous voyez les jaunes là pour le chef de la grève du VSR Valenciennes, de secours routier, les deux équipes casques rouges, et puis les casques verts sont les casques qui sont les casques de protection qui sont mis à demeure dans les VSAV, dans les ambulances. Beaucoup plus facile d'accès. Alors ici, vous êtes en présence d'Owen et Sébastien. Owen, berger belge malinois de 4 ans, chien qui est opérationnel déjà depuis 2 ans. La base de l'entraînement chez les chiens, c'est toujours la motivation. Alors, effectivement, ça fait rire la poésie, malgré les 90 des collègues et des bras comme des gens. Mais le chien est positif.
Vraiment une envie de travailler. L'éducation et l'apprentissage. Quelque chose de particulier, mais pour tous les ordres incitatifs, en fait, quand on essaie d'inspirer le chien, vous voyez, tous les ordres de commandement et les ordres, le coucher, par exemple, ça va être une voix qui va être beaucoup plus grave. En fait, là, c'est de la psychologie canine, on s'adapte au chien. Donc là, la motivation à vue, c'est ce qu'on fait très vite, très tôt, pour habituer le chien au jouet et à différentes victimes, qui soient habitués à l'humain et qui soient vraiment amoureux de son jeu. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la motivation hors vue. On va continuer à l'appeler, on va le motiver, toujours pour garder ce côté jouet. Par contre, il ne va pas voir où est-ce que la victime se cache. Voilà, donc là le chien, il va se mettre derrière la voiture, il verra pas. Donc la victime va appeler le chien, donc il est hors de sa vue, motivation en vue, et en fait ça sera à lui de venir trouver. Alors je demande aux gens qui sont juste à côté de la victime, vous pouvez s'écarter un tout petit peu. Au revoir. Vous voyez, le chien il est attiré par ici, il sait que l'appel a été fait dans ce coin-là. Alors là, il y a énormément de monde. Donc là, il va commencer à aller prendre les odeurs de tout le monde et chercher celle qui manque. Voilà, celle qui manque, c'est le copain qui cache avec son jouet. Et du coup, c'est lui qui doit trouver. Il ne regarde pas son maître, il reste fixé sur sa victime et il avance. Toujours, pour chaque exercice, on récompense le chien. Là aussi, c'est de la psychologie canine. Il faut qu'à chaque fois, le chien il ait une récompense. Il se démotive très rapidement. Donc, si dans les phases de construction, le chien n'est pas récompensé à chaque fois, il aura tendance à se démotiver et à plus chercher. Alors parfois, on va les leurrer. C'est-à-dire que ce jouet-là, on va le laisser, on va le motiver avec un autre jouet. Et en fait, vous n'allez pas, il va abandonner le premier pour aller chercher le deuxième. C'est comme les enfants, quand ils sont en ils vont chercher le jouet du voisin. C'est exactement le même. Quand tu veux. Il révise. Ouais, bah ouais, Motive encore. Là, il se fait charger là. Regarde, on va chercher Pierre. Ces exercices, nous avons fait des bah oui. D'autres exercices. Et en fait, pendant toute sa petite phase d'adolescence, on va faire des choses. Donc, au sein de l'unité, on a plusieurs races de chiens, des bergers de malinois, comme vous l'avez vu, des bergers allemands, des bergers allemands, des bergers allemands, des grands chiens séculaires. Regarde, il va se cacher en dessous. Le chien va le trouver. Donc la victime est sous le bac, le chien est engueulé. Donc là, le maître il va devoir commencer à chercher. Pour faciliter la recherche de son chien, on va regarder son tour. Là, le vent, il est en train de tirer comme ça. Donc pour mettre le chien dans les meilleures dispositions, le conducteur se donne dans le sens. Dans les bonnes dispositions, il y a le point d'odeur pour le chien. Donc là, je disais, le chien il a quelques mois de l'exercice, le chien qui a l'habitude. Là, le problème, c'est que l'odeur qui s'y fait, donc ça va être compliqué. Si jamais il vient s'approcher de vous, il va frapper dans la journée, vous allez des fois, vous ne bougez pas. Vous voyez, on utilise des petites poudres comme ça pour vérifier ça. Pour le mettre dans le fond du corps. On l'utilise pas pour votre on va essayer de se demander. Donc là, vous voyez, Regarde, le chien, on va chercher après le
Miguel, qui va nous mettre à l'intérieur. Là, elle est encore un petit peu présente. Du coup, il fait ça. Alors là, il est intéressé, il va essayer de trouver une entrée. Il voit qu'il n'y a pas d'entrée, il s'arrête et il aborde. C'est exactement ce qu'on demande, notamment de personnes ensevelies, c'est d'aller au plus près et ensuite nous indiquer où est-ce qu'il est. Donc ça, c'est une recherche à l'institut. Comme le disait Seb, c'est des chiens qui sont complètement différents, beaucoup plus speed chez un malinois, c'est débordant d'énergie, c'est très athlétique. Donc vous allez voir que en termes de motivation et de recherche, c'est beaucoup plus rapide. Et là, il a l'expérience. Dès qu'il était là-bas, il avait déjà le nez sur la caisse. Les effluves, elles partent avec le vent et ils ont la truffe qui est vraiment affinée avec le temps. Là, vous pouvez voir Owen, il ne voit pas sa victime, il la voit pas. Par contre, il couine et il commence à gratter, à essayer de se faire un chemin pour accéder à la victime. Le comportement du chien est complètement différent pendant la phase de recherche et au moment où il est proche de sa victime. On voit la queue du chien qui bat dans tous les sens. On l'entend, il couine. Et là, il a analysé les odeurs, il aboie parce que là, il est sûr de lui, la victime elle est dessous. Donc nous, c'est du pain béni, on n'a plus qu'à lever la caisse, enlever les décombres, enlever le feu si la victime elle est sous des arbres. Et on récompense notre chien. Aujourd'hui, pour information, au niveau de la poulie, il y a 37 mètres. Regarde là. Jeune porteuse, hein. Charge, pardon. La porteuse, ça ne pas. Non, il y a un mouche qui faut. On va mettre la porteuse au paquet, d'accord. Et quand on déjauge, vous en profitez pour le bien équilibrer pour que c'est bien sur l'horizontale. Donc là, comme on a tordu, demande à Manu si au niveau de la poulie c'est bon, comme ça je peux faire les commentaires et j'arrête de parler comme ça. On est composé d'environ 80 spécialistes. Ces spécialistes sont répartis en termes de fonction en équipier, chef d'unité et conseiller technique. Donc un minimum une équipe, c'est au moins un binôme d'équipiers et un chef d'unité. Donc notre champ d'application d'unité de secours en milieu périlleux, on intervient lorsque les secours traditionnels ne peuvent pas faire face à la situation, et lorsqu'il y a un caractère, comme le nom de la spécialité, périlleux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la majorité des interventions d'unité de secours en milieu périlleux se fait sur des hauteurs qui ne sont pas très conséquentes. Au niveau des qualifications, les équipiers sont formés dans n'importe quel département de France qui se pose de la gamme. En deux chefs d'unité, les formations vont liées exclusivement à l'École nationale du secours de périlleux qui se trouve à Florac, au Désert.
reste énormément d'entraînement pour les gens de la spécialité, puisqu'on est l'une des spécialités qui s'entraîne le plus à l'année. On a un minima, on a un entraînement par mois qui dure une journée complète. Sur cette journée, on revoit des techniques de base, et il y a toujours une manœuvre d'envergure. Là, comme je vous l'avais promis, la sirène arrive au pied de la tour. On prend tout ça. Et la victime pourra nous donner. Donc les missions sont diverses et variées. Ça comprend bien évidemment le secours à personne, lorsqu'on porte assistance sur des brancardages. Ça peut être de l'assistance technique pour nos camarades de policiers de gendarmes. Ça comprend aussi les risques naturels, lorsqu'on est confronté aux tempêtes. Et on apporte aussi un concours technique sur les reconnaissances lors des missions incendie, lorsque nos camarades sont confrontés à des feux de toiture ou sur des feux d'immeubles. Les reconnaissances sont nécessaires en temps. Allez, c'est parti pour la petite descente. Ça a l'air simple comme ça. Donc ici on a un petit simulateur qui sert pour les pompiers généralement, pour tout ce qui est simulation de fuite de gaz. Donc c'est un tout petit simulateur où on leur explique plus ou moins le danger du gaz à certains pourcentages. Ce qui veut dire qu'il y a des pourcentages pour nous qui sont très dangereux, comme celui-là par exemple. C'est une question de proportion en fait si vous voulez. Dans un volume, avec une notion de volume et de pourcentage, avec une source d'ignition, une petite étincelle, une petite étincelle, comme ce soit, et du coup ça provoque. Donc là j'ai en seconde, je vais injecter du gaz dans mon volume, un certain pourcentage. Tout le monde entend? Vous pouvez essayer de venir ici, hein, parce que du coup là-bas c'est un peu compliqué de parler. Non, c'est bon. Donc voilà, j'ai mis 24 secondes de gaz dans mon volume et le fait de rapporter juste une petite source d'ignition, boum, d'ignition comme ça, vous avez vu ce que ça peut donner en proportion. Donc là on a mis 24 secondes. Je vous dis une petite question de proportion, on va regarder. Là je vais en mettre beaucoup plus que tout à l'heure, mais on n'aura pas du tout la même réaction. Est-ce que d'après vous, 40 secondes, ça va faire encore plus boum? Je pense. Oui? C'est bon. Qui est d'accord avec le monsieur? On fait... Ah non, du gaz. Elle sera encore plus concentrée. Donc, selon la proportion, il se passe des choses. C'est ce qu'on explique juste après le pompier. On n'aura pas la même chose. Plus ou moins. Donc là j'en ai mis 40 secondes, tout à l'heure j'en ai mis 24. Gaz qui vous interpelle, qui vous interroge. Par rapport à une proportion dans une maison, forcément, là... Effectivement, on n'aura pas 24 secondes de gaz. 24 secondes dans une maison, c'est pas forcément tout ça. Effectivement, par contre, si on rentre dans des paramètres d'une demi-heure dans une maison, là on a autre chose. On aura autre chose. C'est là, nous, on n'intervient et on demande en aucun cas faire fonctionner tout ce qui est électrique. Et bien généralement, on vous demande de sortir de la maison pour éviter d'allumer la lumière. Si bêtement, on enlève le millionnaire, Ça ne sert à rien, toucher à rien. On vous demande généralement de sortir et d'évacuer et de nous appeler. Et nous on fera le travail. Même si vous avez le doute, il n'y a pas de doute. Vous faites le bruit, on est là pour ça. Et on vient contrôler votre maison avec un détecteur, on appelle chez nous, détecteur multigag. Et on fait la reconnaissance du volume.
et limiter d'être exposé au gaz. Et est-ce qu'on peut le sentir tout de suite ou est-ce qu'il faut déjà pas mal de gaz dans la maison? Vous avez le gaz du style propane, butane et le gaz de bine, méthane, butane et propane, on peut ressentir parce qu'on rajoute du DHT dedans, donc ça a une odeur particulière. Par contre, le monoxyde de carbone est à gaz, mais c'est à gaz qu'on ne sent pas. Là, généralement, c'est plus des maux de tête qui vont vous interpeller, des vomissements. Et dès lors que vous sentez le moindre souci, il faut sortir de la maison et faire le 18 et un lever de tête. D'accord? Alors voilà, 99 secondes, ma petite source d'ignition. Là, il ne se passe pas grand chose. Par contre, si je viens lui apporter de l'air, exactement, je viens lui rapporter une petite proportion. À un moment donné, on va revenir au mélange idéal et il se passera quelque chose. Je suis là.